Bienvenue à tout le monde. Je suis très heureux d'être ici pour discuter de la révolution ESG. Juste mentionner, c'est un panel qui va être entièrement en français. Donc, moi, c'est Stéphane Marois. Je me présente déjà directeur aux investissements au Fonds de solidarité, déjà depuis 16 ans. Je spécialise en technologie, donc je couvre aussi la FinTech. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas le fonds FTQ, c'est un fonds d'investissement fiscalisé québécois. On est présent dans tous les secteurs, tous les domaines puis toutes les régions du Québec. On est très présent au Québec. On a 18 milliards de dollars d'actifs. Et puis, cette année, on célèbre notre 40e anniversaire. Donc, c'est le fun. Je vais demander à chacun des panélistes de se présenter qui vous êtes, puis un petit peu, 2-3 phrases sur votre entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Damien. Bonjour tout le monde, Damien Charbonneau, chef des opérations chez Nesto. Nesto, c'est une start-up qui a été lancée ici à Montréal en 2018. On est maintenant 300 employés. On est le leader dans l'hypothèque digitale au Canada, donc 3 grands verticaux, là, si on veut, dans notre compagnie. Le premier, on est plutôt connu pour Nesto, les hypothèques. Donc, on fait des hypothèques en vente directe avec les clients. On est prêteur, on fait le servicing. On a aussi tout un aspect technologique. Donc, on license notre technologie à des grands joueurs institutionnels. IG Wealth Management, c'est un exemple de ça. Donc, toute la technologie hypothécaire chez IG est propulsée par Nesto. Puis finalement, on a un Financial Marketplace. Donc, on fait des partenariats avec plusieurs institutions financières pour offrir des produits connexes à nos clients, que ce soit l'assurance et autres. Merci. Bonjour tout le monde. Mon nom est Émilie Hamel. Je suis vice-présidente senior aux opérations chez GHGSat. GHGSat, c'est le leader mondial dans la télédétection des gaz à effet de serre par satellite. Alors, un peu le mouton noir sur ce panel. On a 8 satellites présentement en orbite qui mesurent notamment le méthane sur les plus grands sites industriels à travers le monde. Et avec notre technologie, on est en mesure de donner des données mesurables, concrètes à ces industriels afin de réduire leur impact environnemental. Pour donner un peu une idée là, de l'impact que GHGSat a depuis le début, on parle de 1,6 million de tonnes en équivalent carbone qu'on a été capable de mitiger. Ça, c'est énormément un des plus gros impacts qu'une technologie canadienne peut avoir là, au niveau environnemental. Voilà. Merci. Caroline. Alors, bonjour à tous, mon nom est Caroline Bergeron, je suis directrice principale chez InnoCap dans le département ESG et solutions d'impact. InnoCap, c'est le leader mondial en plateforme de comptes gérés, donc avec plus de 60 milliards d'actifs sous gestion, des bureaux, siège social ici à Montréal, mais des bureaux à Boston, à New York, à Dublin, en Pologne et en Inde, 400 employés. InnoCap, on travaille avec les plus gros fonds de pension à travers le monde pour leur permettre d'investir de façon plus structurée et de mieux analyser et monitorer leurs investissements. Super, merci beaucoup. Là, on va rentrer dans le thème, dans le vif du sujet, disons, la révolution ESG qui nous touche tous, dans le fond. Nous, comme institution financière, au fond, ça nous touche aussi. C'est un thème qui m'interpelle, moi, puis qui interpelle notre organisation. Le fonds, on cherche toujours un rendement, évidemment. On est un fonds d'investissement, mais on veut avoir un impact positif et durable dans la société. Puis on a toujours un rôle à jouer au niveau de notre mission sociale, mais récemment, on s'est donné comme objectif d'atteindre 12 milliards de dollars d'actifs liés en développement durable d'ici 2027. Puis on est sur la bonne voie pour ça. Une autre chose qu'on a faite, juste à titre d'exemple, c'est que maintenant, moi, quand je fais des investissements, je fais une vérification diligente ESG. On a une équipe à l'interne qui fait ça maintenant. On est capable de se donner une idée sur nos cibles d'investissement, savoir là où ils sont rendus au niveau de ESG, est-ce qu'on peut les aider, est-ce qu'on peut les accompagner. Fait que ça, c'est fantastique. Fait que je me tourne vers vous. Donc, chacun, je serais intéressé de voir, peut-être commencer avec Caroline, comment cette révolution-là, ESG, vous a touché, vous autres, chez InnoCap. InnoCap, on se situe toujours entre, comme je disais, plein d'investisseurs institutionnels puis plein de gestionnaires de portefeuille. Donc, on a à peu près 275 gestionnaires de portefeuille dans toutes les classes d'actifs avec lesquels on travaille. Situé comme ça dans le milieu, on se disait, bien évidemment, il faut qu'on fasse quelque chose.
comment est-ce que c'est où notre place, nous, dans tout ce qui est cette mouvance de finances durables. Donc, on a développé 2 gammes différentes de services. Un, bien évidemment, et pour les gestionnaires de portefeuille et pour les investisseurs, on devait leur donner plus de transparence sur tout ce qui sont les risques environnementaux et sociaux de leur portefeuille. On faisait déjà énormément de reddition de comptes à nos investisseurs sur les risques financiers, sur l'information financière liée à leur portefeuille d'investissement. Maintenant, on voulait aller plus loin puis parler justement de tout ce qui sont les facteurs ESG dans leur portefeuille. Donc, maintenant, on regarde davantage, c'est qui les firmes avec lesquelles ces investisseurs-là travaillent. Donc, tu parlais de due diligence, de revue diligente ESG. C'est ce qu'on fait aussi sur les gestionnaires de portefeuille. C'est qui ces compagnies-là, puis c'est quoi leurs approches ESG, mais aussi sur les portefeuilles d'investissement. C'est quoi les actifs qu'ils détiennent? C'est quoi les risques environnementaux, sociaux auxquels leur portefeuille pourrait faire face? Donc, ça, c'est une gamme. L'autre gamme de services qu'on a développée, c'est plutôt des projets de collaboration entre les investisseurs institutionnels. Puis je vous en parlerai un peu plus tard quand on parlera d'Investi. Mais comment est-ce qu'on peut amener les investisseurs à collaborer ensemble sur des projets qui ont un impact soit sur notre écosystème, côté social ou environnemental? Super, super. Damien, dans le fond, peut-être tu peux nous parler un peu de ta nouvelle initiative dans les hypothèques vertes, hypothèques ESG. Oui. C'est peut-être pas tout à fait clair pour tout le monde qu'est-ce que l'hypothèque vient faire dans le ESG, mais peut-être pour prendre un pas de recul, pour nous, c'est si on veut bâtir une compagnie durable dans le temps, c'est inévitable qu'il va falloir se positionner comme un leader ESG. On a fait nos premiers pas en étant B Corp avec Nesto, puis ce qu'on se pose comme question à l'interne, c'est comment on peut jouer un rôle plus important dans tout ce qui est environnemental avec les hypothèques. Si on prend aussi en termes de chiffres, l'hypothèque, c'est probablement l'actif le plus important au Canada. On parle de près de 2 trillions de dollars en actifs hypothécaires. Chacune des grandes banques, c'est entre 25 et 50 de leur balance sheet qui est en hypothèque. Puis en termes d'émissions GES, les buildings au Canada, ça représente autour de 15 à 20 des émissions GES. Donc, on s'est dit comment on peut participer à avoir un impact positif sur l'environnement, mais aussi être en lien avec les forces du marché qui s'opèrent. Right? Puis les grandes forces du marché, d'un point de vue client, c'est il y a de plus en plus de clients qui sont intéressés et qui veulent participer à la révolution ESG, que ce soit par leur investissement. Right? On a vu que les portefeuilles d'investissement responsables sont très populaires. On pense que ça va être la même chose d'un point de vue hypothécaire. Donc, on veut offrir un produit qui est innovateur, qui est bon pour l'environnement, puis qui supporte le besoin du client. Puis d'un point de vue institutionnel, vous l'aurez deviné, là, Nesto, on fait plusieurs milliards d'hypothèques. Ce n'est pas notre argent qu'on prête aux clients. Là. Donc, ce qu'on fait, c'est on pool nos hypothèques, puis on revend ça dans le marché des capitaux avec des grands investisseurs institutionnels, des banques, etc. Donc, comment on peut créer une classe d'actifs pour ces investisseurs-là, qui soit un ESG ou que ça soit une classe d'actifs responsable, qui, eux, peuvent revaloriser ça d'un point de vue fonds d'investissement, etc. Donc, c'est vraiment le besoin puis ce qu'on est en train de régler. Puis je vais parler un peu plus tard là, de comment on approche ce... Super, super, fantastique. Le mouton noir. Le mouton noir. Donc, peut-être tu peux nous expliquer, votre entreprise, dans le fond, vous êtes comme un outil. La diction qui dit on ne peut pas s'améliorer si on ne se mesure pas, c'est un peu ça. Oui. Peut-être tu peux expliquer un peu plus en détail comment ça s'insère, tout ça. Là. Certainement. Mais c'est ça qu'on vient, en fait, donner les données, en fait, mesurables pour pouvoir, les acteurs comme les investisseurs, les gestions de portefeuille, qui prennent des décisions éclairées par rapport à l'environnement sur certains projets. Donc, on est vraiment un focus, je dirais, là, sur le E du ESG+. Fait que GHGSAT, en fait, avec notre constellation de satellites, on est capable d'aller prendre des données claires et très précises sur les installations. Fait qu'on est capable, sur certaines industries, certains joueurs, avoir une vision globale, mondiale, sur leur impact environnemental au niveau de leurs émissions, puis comment ils progressent dans le temps. Fait qu'à ce moment-là, on peut travailler avec des investisseurs qui ont des questions par rapport à certains projets de financement. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un bon joueur au niveau environnemental? Est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que comment on peut avoir une certaine vérification de ces investisseurs-là aussi? Est-ce que c'est vrai qu'un projet en tant que tel a un meilleur impact carbone?
À titre d'exemple, pour être dans le concret, on avait un projet avec des investisseurs de la Banque mondiale qui font un projet, par exemple, au Cameroun pour l'établissement d'un barrage hydroélectrique en zone tropicale, donc qui peut émettre énormément de gaz à effet de serre suite à la décomposition des sols. Puis ils voulaient vraiment être capables de mesurer l'impact environnemental sur ce projet-là avec des données réelles, voir si leur investissement était en effet vert ou pas. Fait que concrètement, GA-G7 peut aller voir, on a identifié ce site-là, on l'a mesuré avec les satellites sur une période de plusieurs années et on a pu voir clairement la réduction de ces émissions-là, puis qu'au bout de la ligne, avec des preuves, des données tangibles, on peut dire, ben oui, ce projet-là est vert et voici les données qui l'appuient. Super. Caroline, je vais me poser la question, dans le fond, moi, ça m'impressionne parce que vos clients, c'est des très gros clients. On parle de milliards de dollars, comme la Caisse de dépôt, etc., et d'autres fonds. Comment tu vois ça, toi, ce mouvement-là? Parce que c'est tellement des joueurs qui ont tellement de poids dans l'économie. Puis vous autres, vous offrez un peu une façon d'entrer dans l'ESG. Tu peux élaborer un peu là-dessus? Je dirais que tous nos clients ont besoin de plus en plus de cette donnée-là pour faire leurs investissements. Émilie, tu parlais d'investissements éclairés. Bien, c'est ce que nos investisseurs cherchent. Comment utiliser cette donnée-là dans le cadre de leurs investissements quotidiens. Autant chez nos bénéficiaires, chez les investisseurs en fait institutionnels, c'est leurs bénéficiaires qui poussent beaucoup parce qu'ils se disent on veut voir les impacts financiers des investissements que vous faites, mais aussi on veut connaître les impacts environnementaux et sociaux de vos investissements. Donc ça, c'est une catégorie. Du côté des gestionnaires de portefeuille avec lesquels on travaille, il y en a plusieurs qui sont sujets à la réglementation européenne, par exemple SFDR, parce qu'ils ont des fonds qu'on appelle article 8 ou article 9, où ils doivent faire certaines divulgations en matière ESG ou d'impact. Bref, ils ont besoin d'énormément de data, puis c'est là où nous, on vient les aider, parce qu'InnoCap Architecture ouverte, on est capable d'agréger énormément d'informations puis de faire la reddition de compte pour eux. Donc, c'est vraiment tous nos clients poussent beaucoup pour obtenir de plus en plus de data, de plus en plus d'informations. Puis, si on voit en ce moment que c'est les investisseurs institutionnels, bien, bientôt, ça va être évidemment tous les investisseurs qui demanderont ces informations-là. Ouais. Est-ce que tu voulais nous parler du Fonds Investi, l'initiative du Fonds Investi? Je peux parler, ça va me faire très plaisir de parler du Fonds Investi. Puis, un projet comme Investi ne peut pas voir le jour s'il n'y a pas de la reddition de compte puis des datas derrière. Parce qu'évidemment, dès qu'on commence à parler d'Investi, on se dit quelle information après on pourra envoyer à nos investisseurs. Donc, Investi, c'est né d'un projet avec une table ronde organisée par Finance Montréal. Ouais. Où on se questionnait sur la gestion d'actifs au Québec avec un chapeau finances durables. Le Québec, puis Montréal, veut se positionner comme leader mondial en matière de finances durables. On est sur la bonne voie. Il y a l'ISSB, il y a la COP 15 qui a eu lieu ici. On a des joueurs, des investisseurs super importants. On pense au Fonds de solidarité, Fonds d'action, la Caisse de dépôt qui se positionnent définitivement en finances durables et plusieurs autres. Donc, on se disait, comment est-ce que les investisseurs institutionnels peuvent travailler avec les gestionnaires d'actifs locaux pour pousser la réflexion dans les approches ESG puis d'impact. Nos gestionnaires québécois sont aussi super créatifs. Ils ont plein d'idées. Il y avait sur les tablettes des stratégies super intéressantes, mais pour un gestionnaire même établi, partir une nouvelle stratégie, c'est long, ça prend du temps. Les investisseurs institutionnels vont demander 3 ans d'historique de performance, 100 millions d'actifs sous gestion. Donc, c'était 2 pôles qui ne se rencontraient pas nécessairement. Puis nous, ce qu'on se disait, c'est on n'a pas le temps d'attendre. Il faut que ces stratégies-là voient le jour, puis plus tôt que tard, puis que les investisseurs institutionnels puissent tout de suite investir. Donc, avec Finance Montréal, on a réfléchi à Investi, qui est un fonds d'investissement dans lequel on poule les actifs de plusieurs investisseurs institutionnels. On est allé cogner à plusieurs portes. Il y a 10 investisseurs qui se sont commis à investir dans Investi pour un total de 300 millions. Puis l'idée, c'est d'investir avec les stratégies d'investissement qui ont les meilleures approches ESG ou d'impact gérées à partir d'ici. Ce qui est intéressant avec Investi, c'est qu'on appelle aussi les gestionnaires d'ailleurs, de l'extérieur du Québec, à venir s'établir ici, à ouvrir un bureau ici, parce qu'on leur dit le meilleur écosystème pour partir une stratégie ESG ou d'impact, c'est à Montréal, c'est au Québec que vous devez le faire. Ouais. Quand on a été en appel de candidature, on a reçu plus de 50 candidatures, dont 10 qui venaient de gestionnaires qui ne sont pas au Québec.
On était super satisfaits parce qu'on se disait, bien, déjà, ça montre la force de notre écosystème local en finance durable. Ça montre qu'investi, on est capable de rayonner puis de justement aller attirer ces gestionnaires-là qui se disent, pour partir de cette stratégie-là, c'est au Québec qu'on doit le faire. Donc, Investi, on espère faire les premiers investissements d'ici la fin de l'année. Puis, ça va être un fonds en continu. Donc, on veut atteindre 1 milliard de dollars. On veut que ça soit gros, on veut que ça soit visible. Puis, on veut vraiment que ça positionne le Québec puis notre place financière comme étant la place en finance durable. Super. C'est un bon exemple de l'écosystème québécois à l'œuvre. On a tous 3 champions ici là, dans leur domaine qui démontrent comment l'écosystème est fort au Québec. Damien, je me tourne vers toi. Toi, vous êtes vraiment une fintech là, pure. Tu peux-tu nous parler un petit peu là, de la réponse des intervenants, des marchés capitaux, tout ça, au lancement de votre produit comme ça? Oui. Puis il y a beaucoup de parallèles à faire, je pense, avec ce que Caroline disait, parce que on est créatif chez Nesto, puis on a notre CEO qui est dans la salle, qui est notamment créatif. Puis la première chose qu'on s'est dit de notre côté quand on a lancé un nouveau produit, c'est on va faire une hypothèque carboneutre. Right? Fait qu'on va mesurer les émissions des propriétés, on va se créer un modèle de mesure d'émissions et on va venir faire des initiatives, acheter des crédits carbone. Donc ça serait notre premier projet. Ça répond super bien à la demande des clients, puis il y a de l'appétit pour ça. Après ça, on va voir nos amis dans le marché des capitaux, puis on les adore, on a besoin de travailler avec eux. Il y a beaucoup de réticence, right? D'un point de vue de, on amène des changements, on amène différentes façons. Il y a eu beaucoup de greenwashing aussi au niveau des crédits carbone. Donc, c'est pas facile de faire arrimer et le produit et le timing puis la résistance au changement que certains investisseurs peuvent avoir à dire est-ce que c'est réellement ESG, est-ce que ça répond à tous les critères, etc. Puis comme toute bonne start-up, notre avantage compétitif, c'est la rapidité, right? Donc on s'est dit si le marché des capitaux n'est pas prêt pour ça, c'est pas grave, on va le financer, on va trouver une façon de le faire de notre côté, puis répondre aux besoins clients, puis on créera le marché, puis éventuellement on aura un track record, puis on pourra faire ça. Ça, c'est une des solutions, right? C'est la solution peut-être la plus simple des produits qu'on lance, une hypothèque carboneutre. On veut aussi répondre aux problèmes à la source, right? Fait que comment on peut réduire les émissions des propriétés puis supporter les acheteurs canadiens dans leur processus de réduction d'émissions, que ce soit dans les améliorations sur l'efficacité énergétique, remplacement des fenêtres, etc. Donc, on a un autre produit qu'on lance aussi qui va être vraiment unique à Nesto puis difficile à répliquer à cause de la technologie puis le tracking. Mais c'est dans le fond, avec ce produit-là, en faisant des améliorations à la propriété qui sont prouvées, là, qui sont mesurées par Energrid et autres, on va aller donner des rabais supplémentaires aux clients over time. Donc vraiment, on crée un incitatif puis une roue, là, si on veut, pour ça. Puis à terme, ce qu'on aimerait faire, c'est prendre ces hypothèques-là, créer des pools qui seraient ESG compliant, aller chercher des meilleurs termes d'un point de vue marché des capitaux, puis redonner ça aux clients. Mais pour commencer, on va avoir à prêcher par notre propre croyance, puis le mettre dans le marché. Intéressant. Donc, ici, on a quand même des gens qui traitent avec des grands joueurs là, mondiaux, nous autres aussi. Puis, il y a aussi l'aspect clientèle. Je serais curieux de t'entendre parce que vous avez des gens là, qui vous appellent, qui ont une hypothèque, puis c'est une décision émotionnelle, quasiment émotive. Là, c'est beaucoup d'argent, tout ça. Sentez-vous que de la base, y a-t-il comme une demande pour des produits ESG? Sentez-vous ça chez vous? C'est une des raisons pourquoi vous avez... C'est une bonne question parce que il n'y a pas de comparable sur le marché, right? Fait que c'est pas comme si les gens frappaient à la porte pour dire hey, c'est quoi votre option ESG? Ça n'existe pas dans le marché. Donc, on crée quelque chose de nouveau. Mais quand on fait ce genre d'initiative-là, on va faire des focus groups, on va parler avec les gens. Puis il y a beaucoup d'appétit, puis ça ne devient pas nécessairement l'élément différenciateur, parce qu'il y a d'autres éléments importants dans l'hypothèque, là, que ce soit le taux, que ce soit les options de prépaiement, etc. Mais ça devient un différenciateur. Puis toute chose étant égale, si Nesto offre ce service-là, puis les autres ne le font pas, bien, je pense que c'est un différenciateur parmi plusieurs autres qu'on amène. Exact. Okay. J'ai une petite question pour Émilie. Dans le fond, je me demandais, l'industrie des services financiers, FinTech, tout ça, comment ça s'insère? Parce que vous avez des clients dans toutes sortes d'industries.
Comment tu vois ça, l'industrie financière, fintech, ça? Au niveau, oui, climate finance même, là, ça commence à être un peu brandé. C'est sûr que nous, on travaillait davantage avec les grands industriels dans le domaine pétrole et gaz, gestion des déchets, l'agriculture, vraiment les grands émetteurs de gaz à effet de serre. Mais où GHGSAT est capable d'avoir un certain pivot là, ici, c'est avec la quantité de données que maintenant on est capable d'avoir. En fait, en 2016, on a lancé notre premier satellite démonstrateur. On avait peu de données. On avait un satellite. Maintenant, on est à 8. On en lance encore 3 de plus le 1er novembre prochain, avec SpaceX. Puis, on vient de fermer notre série C1 récemment, 44 millions US, donc qui nous permet de vraiment accélérer le déploiement de satellites et par le fait même, accélérer la quantité de données qu'on a au niveau planétaire sur tous les secteurs, les grands secteurs. Donc, on parle, comme je mentionnais, pétrole et gaz, les déchets, et on est capable de vraiment catégoriser, mais aussi à ce moment-ci, être capable d'aller à un niveau plus loin encore plus, aller au niveau de à qui appartient ces infrastructures, puis aller voir comment chaque grand joueur, le comportement de chaque grand joueur, en fait, au niveau environnemental se positionnent leur impact. Et ça, c'est des données que GHGSAT a parce qu'on est le seul au monde à être capable d'avoir ces données-là à cette résolution-là. Et en ayant cette donnée, on est capable d'aider les investisseurs, tout le monde dans le secteur financier à prendre des décisions éclairées avec ces données. Fait que c'est vraiment, là, nous, on vient jouer là, au niveau de la donnée dans le but d'une prise de décision. On est ce fournisseur-là, exact. Peut-être qu'il y a des fintechs qui pourraient s'associer à vous pour vous aider. Peut-être, oui, c'est ça. Dans ce domaine-là. Mais c'est ça. Donc, on est un nouveau joueur, là, vraiment, dans ce domaine-là, vu la quantité de données maintenant qu'on est capable d'avoir, parce qu'elle est moins partielle. Avant, prendre une décision sur quelque chose un jeu de données très minime, je ne sais pas à quel point ça serait une décision éclairée. Mais maintenant, on a atteint ce niveau. Ça ouvre tout un nouveau monde pour nous autres. Super. OK, là, j'aimerais ça parler un peu de technologie, parce que qu'est-ce qui parle fintech, parle technologie, par définition. Je ne sais pas, Caroline, si vous pourriez nous parler un petit peu de l'aspect technologique chez vous. Comment ça? Parce qu'à la base, vous étiez une entreprise de services financiers, puis la technologie joue d'un plus en plus grand rôle dans votre entreprise. Donc, c'est comme vous donnez une fintech par défaut. Donc, comment vous pouvez m'expliquer un petit peu ça, cet aspect-là de technologie chez vous? Non, en effet, la technologie est extra importante chez INOCAP. L'année dernière, on a fait une grosse acquisition, notamment aussi avec le Fonds de solidarité, où est-ce qu'on a acquis notre plus gros concurrent, qui était 4 fois plus gros que nous, notamment à cause de la technologie. Ce concurrent-là avait déjà beaucoup d'employés qui travaillaient en data, en risque, en IT, basés dans différents pays, ce qui nous a donné vraiment un edge parce que le nerf de la guerre, c'est vraiment toute la donnée qu'on est capable d'ingérer, le fait de pouvoir agréger de la donnée de différentes sources aussi, puis pouvoir après ça, on parle de l'agréger, de la nettoyer, de l'enrichir, etc., pour ensuite faire de la reddition de comptes à nos investisseurs. Donc, la technologie est extra importante. On a une équipe d'à peu près 200 personnes qui travaillent sur la donnée chez INOCAP dans différents pays aussi, ce qui nous aide à avoir un follow the sun model où les gens sont capables de travailler la nuit pour nous donner, en Inde par exemple, pour nous donner la donnée tôt le lendemain matin. Mais c'est différent, c'est définitivement une notion super importante. Si en ce moment la donnée, on la prend, puis je pense, côté ESG, c'est principalement des sources publiques. Donc, c'est les compagnies publiques qui divulguent leurs données. Ce qui est complexe chez INOCAP, c'est le type d'actifs qu'on a sous gestion. Donc, on travaille évidemment avec des actions publiques, des obligations, mais aussi, on a beaucoup de fonds de couverture de compagnies privées où est-ce que la donnée n'est pas encore au même stade. Donc, c'est beaucoup plus difficile à obtenir, puis c'est plus difficile à agréger aussi. Donc, il y a ces défis-là. Puis quand j'entends Émilie parler, évidemment, on voit que dans un futur, on ira chercher des données différentes qui pourraient provenir, par exemple, de GHGSAT, où on se dit, nos investisseurs ne voudront pas seulement la donnée qui provient directement des compagnies, par exemple, mais on voudrait avoir des données qui sont plus science-based, qui viennent directement des fournisseurs qui sont là sur le terrain pour agréger avec les différentes données financières qu'on a dans nos systèmes. Super. Damien, peut-être de ton côté, puis je sais que Malik en a parlé ce matin, là, de la technologie, c'est Nesto. Mais peut-être tu peux nous parler un peu de l'avantage de votre plateforme technologique, puis comment ça peut vous permettre d'agir dans le ESG, puis peut-être, dans certains cas,
être plus agile que certains acteurs traditionnels comme les grandes banques? Peut-être une histoire intéressante. Quand on a lancé la compagnie en 2018 avec Malik, on est allé faire la rencontre des différentes banques et différents joueurs dans le monde hypothécaire pour leur présenter naïvement, hey, voici notre vision, on va bâtir une plateforme end-to-end d'hypothèque, est-ce que vous voulez participer avec nous? Puis la réponse a été la suivante, là. On a une équipe de 150 personnes ici qui fait déjà ça, on est correct. Fait que on est retourné à Montréal un petit peu stressé, mais on s'est dit on va mettre la main à la pâte, on va bâtir notre technologie. Puis 4 années plus tard, là, il y a été très peu de projets qui ont éclos là, au niveau des banques. Puis chez Nesto, on a réussi à bâtir réellement la seule plateforme end-to-end sur le cloud pour l'hypothèque. Puis ça inclut aussi le servicing. Donc, c'est une chose d'originer l'hypothèque, mais après ça, toute la collecte de paiement, la relation client à travers le temps, là, sur 25 ans, on a bâti aussi la seule plateforme qui le fait sur le cloud. Puis le grand avantage que ça nous donne, c'est au niveau de l'agilité. Puis ça sera un exemple que je vais vous donner qui n'est pas en lien avec le ESG, mais on se rappelle tous qu'il y a une augmentation de taux assez fulgurante là, dans les derniers mois. Puis quand on a vu ça au mois de septembre, on s'est dit hey, on devrait lancer un rate lock plus long pour permettre à nos clients de se protéger de ça. Donc, on a lancé en quelques, je pense, jours ou peut-être semaines, là, un produit 150 jours. Donc, nos clients pouvaient sécuriser un taux sur 150 jours. C'est le seul au Canada. Le plus haut, c'était 130 jours juste avant ça. Puis ça a été une super saison hypothécaire là, parce qu'on a réussi à évidemment convertir beaucoup de clients avec ça. C'est la même chose. Ça va être difficile pour d'autres joueurs de lancer des produits aussi rapidement puis d'expérimenter, surtout au niveau servicing. Juste le fait d'être capable de suivre le client dans le temps, d'adapter la plateforme de servicing pour faire des suivis puis mesurer soit les améliorations que le client fait sur sa propriété, etc., c'est pratiquement impossible avec la technologie existante. Question pour toi. As-tu une technologie qui me permettrait de réduire mon taux hypothécaire? Parce qu'elle vient de doubler, là. Nesto.ca. Je me tourne vers Émilie, dans le fond. On vit dans la technologie. C'est ça. On en parlait en arrière, puis tout le monde, je pense, comme profiterait de que tu parles un petit peu la technologie des satellites, parce que c'est vraiment fascinant. Comment la technologie a évolué qui vous permet de faire ce que vous faites aujourd'hui que vous n'auriez pas pu faire il y a pas longtemps? Oui, c'est ça. Toujours la grande question. L'audience, on me pose toujours... on pense que les satellites qu'on lance ont peut-être la grosseur d'un autobus scolaire. Non, mais en fait, vraiment, le développement technologique où GHGSAT a été ultra innovateur, c'est dans la miniaturisation de notre satellite, en fait, de notre technologie, qui a fait en sorte que nos satellites sont, en fait, la grosseur d'un four micro-ondes à peu près. Là. C'est vraiment petit, mais autant performant, voire plus que certains autres qui sont là, qui sont très, très gros. Mais qui nous permet, en fait, de lancer des satellites sur des fusées, notamment SpaceX, mais qui réduit énormément le coût, puis qui sont beaucoup moins chers à développer, à construire. Fait que c'est là qu'on a été très innovateur dans notre technologie dans le but d'en pouvoir en lancer aussi plusieurs, avoir une meilleure couverture mondiale de toutes les émissions. Ouais. Donc, c'est pas comme la France ou l'Angleterre qui lance le gros satellite. Non. Là, je veux dire, tu expliquais ça tantôt. Oui, la fusée qui part. C'est ça, la fusée, oui, c'est toujours un monde intéressant, là, tout le domaine spatial. Mais oui, les fusées, en fait, on est souvent, même sur un des derniers lancements, il y avait 200 satellites sur la même fusée. Toujours un peu inquiétant pour les risques de collision, je vais vous avouer, quand on déploie, mais somme toute, ça réduit énormément les coûts. Parce que là, on est plusieurs passagers sur le même... on n'est pas en vol privé comme les autres gros satellites qui sont nationaux, un peu. Là. Ouais. Puis, tu disais aussi que vos satellites aussi, ils se détruisent dans l'orbite. Donc, oui. Vous n'avez pas cet enjeu-là. On veut être une compagnie responsable aussi. Il y en a beaucoup qui lancent des satellites. Il y en a une quantité. On ne veut pas avoir ce qu'on réfère à du space junk. Donc, et notamment aussi avec les réglementations canadiennes. En fait, notre satellite, après sa vie utile, on va garder contact avec le satellite jusqu'à qui déorbite et qui rentre dans l'atmosphère et à ce moment-là, il y aura
une autodestruction complète et aucun résidu qui va se retrouver sur la Terre. Comme ça, ça reste pas en orbite comme un peu des déchets. Non, c'est important pour nous d'être un agent responsable là-dedans. C'est super, c'est super. Là, j'aimerais me tourner un petit peu vers l'avenir. J'aimerais ça, dans le fond, une question ouverte pour vous trois. Qu'est-ce que vous voyez qui s'en vient dans votre univers, dans votre écosystème, qui peut affecter la finance durable d'un point de vue positif? Je ne sais pas si qui veut commencer. Je pense qu'on ne dira jamais assez de données. Des données mesurables. C'est ce que j'allais dire aussi. Oui. Je pense que dans notre écosystème, c'est beaucoup de réglementation qui va s'en venir dans les différentes juridictions, ce qui va faire en sorte que vraiment tous les joueurs vont devoir se tourner vers des données mesurables, en avoir plus, en avoir de meilleure qualité. C'est sûr que dans tout ce qui touche l'ESG, on parle beaucoup justement du scoring ESG, des données qui sont vraiment valables. On a parlé beaucoup aussi de différents compétiteurs qui disaient qui fournissaient des données différentes sur les mêmes compagnies. Donc, des données de qualité, ça va être essentiel, autant pour les investisseurs que pour les gestionnaires de portefeuille. On le voit dans les nouvelles de ce temps-ci aussi, la SEC, par exemple, qui donne des amendes à certains joueurs qui se prétendent être ESG sans l'être pour vrai. Donc, évidemment, beaucoup de réglementation. Il va falloir vraiment faire ce que l'on dit. Donc, les divulgations vont être très, très importantes et scrutées à la lettre. Je pense qu'il y a un aspect aussi, si on va avoir un impact de masse, ça vient souvent de la population. Puis si on pense, disons, à Tesla, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec la voiture électrique, c'est en créant un produit qui est unique, bien, ça a influencé tous les autres joueurs à maintenant créer des voitures électriques. Puis d'ici les 10-20 prochaines années, ça va être la norme. Puis je pense que ça va être la même chose d'un point de vue financier. Là, donc, les investissements responsables, les hypothèques vertes, etc. Si ça prend du momentum puis que les clients le veulent, bien, ça va forcer tous les joueurs institutionnels à participer aussi. Puis ça serait génial là, si dans 5-10 ans, toutes les hypothèques canadiennes, c'était des hypothèques vertes, carboneutres, avec des objectifs de réduction. Ça serait fantastique. Là. Fait que, d'un point de vue de Nesto, évidemment, on veut que ça soit défensible puis bâtir quelque chose d'unique, mais en même temps, on aimerait ça pouvoir faire des partenariats avec d'autres puis utiliser notre technologie soit en mesure des émissions ou autres pour que ça devienne la norme canadienne. Okay. Oui, de notre côté, j'aborde un peu le même sens que la mienne ici. Il va y avoir une grande demande, à mon avis, d'avoir des investissements qui non seulement on brand ESG, maintenant qui vont être validés. Est-ce que c'est vrai tout ça? Quand j'ai investi, est-ce que cet argent-là a vraiment été mis dans des projets verts pour éliminer un peu le greenwashing de toute cette chose-là? Fait que je pense qu'il y a vraiment un tournant là, ici où on va vouloir valider, être plus dans la validation de ça au lieu d'être plus dans le concret. Puis c'est vraiment demandé par tous les investisseurs quand ils mettent leur argent là. Fait que je pense que c'est ça à mon avis l'avenir. Oui. J'allais juste ajouter que c'est un peu de là aussi qu'Investi est né, parce que dans l'idée, c'est de se dire comment on se met ensemble pour s'assurer que les gestionnaires de portefeuille, en fait, qui sont sélectionnés, proposent les meilleures approches ESG, puis de montrer au monde que, au Québec, les investisseurs, c'est ce type de stratégie-là qui les intéresse. Puis les meilleurs gestionnaires qui proposent les meilleures stratégies sont aussi basés ici. Puis que maintenant, avoir une approche ESG innovante, puis qu'on est capable de valider, c'est nécessaire à la gestion de portefeuille. Donc, aussi dans la validation. Voilà. Je pensais, Émilie, que tu nous dirais, tu sais, comme les satellites deviennent tellement petits, à un moment donné, on pourra les avoir dans nos mains, tu peux juste les lancer. J'aimerais, ça coûterait pas le moins cher. As-tu un scoop à nous donner, là, tout le monde? Non. Bon, on travaille sur la prochaine génération de technologies déjà pour voir encore de façon plus précise de l'espace. Nos satellites sont à 500 km de la Terre. On voit des fuites de méthane à près 100 kg par heure. C'est après les fuites qu'on voit, qui restent somme toute... c'est petit, mais on est déjà en train de travailler. D'ici un an, on lancera notre prochaine génération de technologies où on a mis la marque très claire sur... on veut réduire significativement un ordre de magnitude. Bon, il reste encore quelques minutes et puis j'aurais aimé ouvrir ça là, pour le public. Si jamais il y a des questions qui vous brûlent, on aimerait bien vous répondre.
Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. On a souvent parlé du E, beaucoup moins du S et pas du tout du G. Donc j'avais une question par rapport à l'approche de vos 4 entreprises en termes de G, justement en termes de gouvernance. Est-ce que vous avez une approche pour vous inscrire dans cet état d'esprit, justement, la révolution ESG? Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un... Avec B Corp. Ouais, je te dirais, nous, le framework qu'on a décidé de suivre, c'est le framework de B Corp qui couvre les trois éléments. Puis je trouve que c'est une belle façon de commencer aussi, là, parce que on peut attaquer ça de tellement de façons. Puis c'est un super beau programme, c'est quantifiable. On est désolé, je n'ai pas le mot français, là, on est accountable aussi d'un point de vue B Corp. C'est pas une garantie qu'on va maintenir non plus le statut. Donc pour nous, ça a été vraiment, d'un point de vue gouvernance, on s'est dit, on peut le faire à l'interne, puis on peut prendre toutes les bonnes décisions, mais allons, visons haut, visons le B Corp, puis ça va nous forcer à mettre en place toutes les politiques nécessaires là, sur les trois facettes. Mm-hmm. Peut-être que de mon côté, ce que je dirais, c'est que les plateformes de compte gérés, on a parlé de gouvernance depuis les tout débuts de INOCAP. Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Puis on parle de gouvernance parce que c'est vraiment comment donner aux investisseurs plus de contrôle puis de transparence sur leurs investissements. Donc, la gouvernance est définitivement au cœur de tout ce qu'on fait chez INOCAP. Oui, moi, j'irais un peu sur le S, qui n'a pas été beaucoup abordé, mais à titre d'exemple, quelque chose qu'on peut faire, on fait, pas qu'on peut faire, qu'on fait actuellement, c'est qu'on a réservé une capacité des satellites pour les académiques, en fait. Fait que les grandes universités, d'une façon, pas nécessairement toutes les universités, peuvent appliquer. C'est pas pour avoir des données qu'on fournit gratuitement pour des projets scientifiques dans le but de mieux comprendre certaines problématiques au niveau environnemental, mais quand même, on agit, on essaie d'être un citoyen qui permet au niveau sociétal de faire évoluer, tant au niveau de la réglementation des politiques, mais aussi au niveau académique. Fait c'est un des exemples qu'on fait en tant que tel pour supporter les autres lettres. Puis c'est sûr, comme le Fonds de solidarité, on est impliqué évidemment là-dedans. On a notre fonds immobilier qui travaille beaucoup sur des logements abordables, par exemple. On a plein d'initiatives. Évidemment, la gouvernance, c'est important chez nous aussi. C'est quelque chose qu'on fait chez nous aussi, puis comme je disais tantôt, qu'on applique aussi dans les entreprises avec lesquelles on s'associe, dans lesquelles on investit, tout ça. C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question? J'en ai peut-être une petite en attendant que quelqu'un en ait. Dans le fond, je me demandais parce que hier, on a entendu parler de Fathom Foresight. Il y a comme une verticale dans le FinTech qui est ESG aussi. Donc, on voit des FinTech qui, leur core business, c'est le ESG, que ce soit dans l'immobilier abordable, comme je disais, des choses comme ça. Je me demandais si peut-être c'est intimidant pour certaines autres FinTech. Je ne sais pas si vous pourriez donner peut-être des conseils. Quand une FinTech pense à ESG, c'est peut-être qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quelque chose que j'ai jamais traité. Auriez-vous des conseils à leur donner, ces jeunes pousses-là? Je peux me lancer. C'est difficile de jongler avec... On lance une start-up, là, on fait levée de capital, on recrute du talent, on essaie de bâtir un produit, on veut bâtir un MVP. C'est beaucoup de choses à gérer. Je pense que à long terme, c'est inévitable qu'il faut être dans le ESG. Si une compagnie veut perdurer sur 50, 100 ans, ça va juste devenir un aspect intrinsèque de les entreprises qui ont des valeurs de sustainability, c'est les entreprises qui vont perdurer dans le temps. Fait que, si on a des entrepreneurs dans la salle qui sont en mode idéation, c'est sûr qu'il va y avoir plein d'opportunités dans les 3 secteurs de l'ESG. Fait que soyez au fait, là, il va en avoir. Puis les entrepreneurs qui sont déjà en mouvement, il faut garder le focus, right? Mais ouvrez vos horizons à ce qui se fait dans l'ESG. Là, souvent, ça va être des opportunités de croissance. Fait. Mais le meilleur mariage, c'est quand il y a un mariage business qui fait du sens, right? Puis c'est pas juste dépenser de l'argent à ESG pour dépenser de l'argent à ESG, là, qu'il y a un retour évident aussi over time. Pour nous, c'est un retour sur la conversion, c'est un retour sur probablement plus de spread dans le marché des capitaux. Il faut que ça fasse du sens aussi économiquement là, pour nos investisseurs pour qu'on puisse continuer à croître la business. Là. Est-ce qu'une FinTech peut se permettre d'ignorer complètement le sujet?
je le recommanderais pas après ça. Moi, je pense qu'il faut être à l'écoute. C'est un marché, GHG7, on est en plein dedans, c'est de comprendre comment s'insérer justement de façon efficace dans tous ce domaine-là. Mais il faut être à l'écoute. C'est quelque chose qui bouge beaucoup. Je suis pas sûre que tout le monde sait exactement qu'est-ce qu'il veut, les grands joueurs, par rapport à comment ils vont être, quel genre de produits ils veulent, qu'est-ce qui est le problème qui essaie d'être réglé. Fait que si les jeunes poussent, s'ils ont des produits dans le cadre de ESG qu'ils veulent avoir, vraiment être à l'écoute, être sûr d'avoir un bon marché là, parce que ça pivote très rapidement. Donc, ce serait mon message de wisdom. Je pense que c'est aussi au niveau d'être un bon citoyen corporatif. Là. Je pense que les investisseurs, entre autres, maintenant, veulent de plus en plus s'associer avec des compagnies qui ont des valeurs similaires, qui sont en ligne avec les leurs. Les talents aussi, recherchent aussi des employés. Je pense que vous soyez B Corp, je suis certaine que vos employés, puis quand tu fais du recrutement et de la rétention de talent, ça peut aider parce qu'évidemment, les gens recherchent des compagnies comme ça. Puis c'est aussi, nous, on y pense pour aussi les risques liés à notre entreprise. D'avoir des bureaux un peu partout dans le monde, on réfléchit aussi aux risques climatiques dans certaines de nos juridictions, puis de se dire, bien, c'est important de regarder à tout ce qui touche le climat quand on a des bureaux dans différents endroits. Où est-ce qu'on devrait engager? Est-ce qu'on devrait les ramener au bureau? Est-ce que ça pourrait être trop dangereux? On est mieux de les laisser disperser. Bref, c'est quand même toutes des notions qu'il faut penser quand on bâtit les business. Ouais. Je vais faire un autre check. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'audience par hasard? Ouf, vous êtes gentil avec nous. OK, bien, on arrive à la fin. Juste en conclusion, dans le fond, comme disait David, nous, hier, là, we're in the first innings. On est un peu au début. C'est une grosse affaire, ça fait un bout de temps, là, mais quand même, il y a encore beaucoup de choses qui s'en viennent. Fait qu'on a juste effleuré ce sujet. Évidemment, c'est un sujet vaste, on pourrait en parler longtemps. Mais on voit que le développement durable, la finance durable, c'est un incontournable. Ça affecte tout le monde, ça touche tout le monde, ça va toucher les services financiers, la FinTech. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même réussi à faire quelques liens là, entre le FinTech puis la finance durable. Tout le monde peut poursuivre la réflexion dans leur propre organisation, évidemment. J'aimerais ça remercier les panélistes, là, Caroline, Émilie, Damien. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté. Merci. Merci.